Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, je te propose de parler encore une fois du nouveau Canon R7. Je vais adresser en fin de compte une polémique qu'on m'a demandé de couvrir concernant le shutter shock et également te donner une solution à la problématique que j'avais relevée la dernière fois dans la vidéo précédente concernant l'absence d'une molette dédiée pour changer les ISO. Alors en effet, dans cette vidéo, on va parler de deux sujets concernant ce Canon R7. Ce qui m'avait poussé vraiment à vouloir faire cette vidéo pour toi, c'était de te donner la solution à la problématique que j'avais relevée la fois dernière, lors de la vidéo qui te parlait justement du R7. Je t'expliquais pourquoi j'avais décidé d'acquérir le R7 et qu'est-ce que j'en pensais après une semaine de tests sur le terrain. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Alors, cette vidéo, donc, je voulais te donner une solution à la problématique qui était qu'il n'y a pas de molette dédiée aux ISO sur le R7, contrairement au R5. Et puis, en fin de compte, en regardant tous les commentaires, il y a eu énormément de commentaires qui ont été postés sous la vidéo précédente, et je vous remercie tous. Un des commentaires qui revenait assez régulièrement, c'était concernant une polémique sur le shutter shock. Et il me demandait qu'est-ce que j'en pensais, est-ce que c'était vrai qu'il y en avait sur le R7, etc. Et donc du coup j'ai décidé de tester ça et de pouvoir y répondre. Alors, donc avant de parler de l'ISO et de sa fameuse molette, on va parler donc du shutter shock. Alors qu'est-ce que c'est tout d'abord le shutter shock? Shutter en anglais c'est l'obturateur, c'est le fameux mécanisme qui se base sur deux rideaux mécaniques pour gérer ton exposition. Ensuite, shock en anglais, c'est vibration. Donc tu l'as compris, le phénomène de shutter shock, c'est en fait un phénomène de vibration causé par l'obturateur. Alors c'est pas nouveau, hein, et si il y a cette petite polémique concernant le R7 et l'existence de shutter shock, il faut savoir une chose, c'est que le shutter shock, on l'a eu en fait depuis la nuit des temps, depuis le commencement de la photographie. À partir du moment où on a un appareil qui est construit et qui a des pièces qui bougent mécaniquement, à ce moment-là, tu sais que tu risques d'avoir des vibrations. Si tu te rappelles, avec un DSLR, eh bien, on connaissait fortement le problème du miroir qui se lève. Quand on prend une photo, le miroir est obligé de se lever pour ainsi permettre, en fin de compte, au capteur de pouvoir recevoir l'information et ensuite le miroir se rebaisser. Et donc, c'est pour ça que quand on fait des photos avec un DSLR et qu'on fait des photos principalement de paysages où on a une situation qui est quand même relativement calme et on est sur un trépied pour s'assurer qu'il n'y a pas justement de vibrations bougées causées par nous, eh bien, il est de bonne pratique de s'assurer que justement ce miroir est levé. C'est pour ça que même depuis 2012, j'ai toujours recommandé à tous mes stagiaires d'utiliser le Live View à l'arrière donc de l'appareil. Parce que quand on est en Live View, par définition, le miroir il est levé pour pouvoir nous permettre de voir l'information directement captée par le capteur. Alors ça, c'était un moyen justement de gérer, d'éviter d'avoir les vibrations liées à ce miroir. Mais il y avait effectivement l'existence du shutter shock, des vibrations causées par l'obturateur déjà. En fonction des appareils DSLR que l'on utilisait, eh bien, à partir du moment où on était en live view, en mode live view, eh bien, on avait également quelque chose qui apparaissait. On ne s'en rendait pas forcément compte, mais en fin de compte, le premier rideau. Alors avant de te parler de premier rideau, deuxième rideau, essayons un petit rappel comme ça, juste au cas où, comment fonctionne un obturateur. Pendant assez longtemps, jusqu'aux années 70, en gros, les obturateurs, eh bien, se déplaçaient, les rideaux de l'obturateur se déplaçaient latéralement, à l'horizontale. Donc on a deux rideaux, on a un premier rideau qui s'ouvre au début de ton exposition et à la fin de ton exposition, tu as le deuxième rideau qui vient se fermer. Voilà, aussi simple que ça. Eh bien, aux alentours des années 70, on a arrêté de construire, en fin de compte, pour la majorité des appareils, des obturateurs qui étaient à l'horizontale. Et on est passé à des obturateurs verticaux. Pourquoi verticaux? Bien, tout simplement parce qu'il y a moins de distance à parcourir. Et ainsi, ça permet d'avoir des vitesses de synchro beaucoup plus élevées. Si tu te demandes ce qu'est la vitesse de synchro, eh bien, c'est la vitesse maximale à laquelle tu peux aller avant que le premier rideau, donc quand le premier rideau s'ouvre, avant que le deuxième rideau commence à se fermer. Voilà.
Sur la majorité des appareils, ça tourne aux alentours de 1 200e de seconde ou 1 250e de seconde, par exemple pour les APS-C. Et puis certains appareils permettent d'aller au-delà. Donc, justement, on a pu obtenir ces temps-là, justement, grâce aux obturateurs et aux rideaux verticaux. Bref, je m'égare un petit peu avec ces histoires de rideaux, mais maintenant, tu as compris qu'un obturateur est constitué de 2 rideaux. Eh bien, quand on est en live view sur pas mal de DSLR, et c'est le cas pour Canon, par exemple, pour le 5D Mark III, 5D Mark IV, quand on est en live view, eh bien, le premier rideau est déjà ouvert. Et quand tu prends ta photo, eh bien, le rideau reste ouvert et c'est à la fin de ton exposition que le deuxième rideau, donc mécanique, vient se fermer. Et ainsi, eh bien, tu n'as pas de vibration qui vient t'impacter sur ton image puisque le rideau était déjà ouvert. Donc tu n'as pas créé ça et au moment où il se ferme, ton exposition est terminée. Donc voilà comment tu avais cette solution-là pour ne pas avoir les vibrations du rideau. Donc non seulement en live view, tu n'avais ni le miroir, ni les vibrations liées à l'obturateur. Sur certains Nikon, comme le 810, il ne suffisait pas d'être en live view, il fallait aussi activer quelque chose d'autre dans les menus. Je ne me souviens plus exactement quoi, mais ceux qui ont un 810 sauront de quoi je parle. Alors, ça, c'est pour le DSLR. Pour les mirrorless, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que déjà, on n'a plus de miroir. Donc, cette source de vibration, elle n'existe plus. Mais on a quand même les obturateurs. Et sur le R7, comme sur le R5, et comme sur un bon nombre de mirrorless, on a différents modes, justement, concernant l'obturateur. On peut avoir un obturateur entièrement mécanique, par exemple. Donc, on va avoir les 2 rideaux mécaniquement qui s'ouvrent et qui se ferment. Bien sûr, à partir du moment où tu as encore une fois ces rideaux mécaniques, tu es prompt à subir justement cette vibration de l'obturateur. Il y a un autre mode qui existe, qui est le premier rideau électronique. Alors le premier rideau électronique, c'est exactement la même chose que ce que l'on avait dans le live view dont je t'ai parlé précédemment. Donc à ce moment-là, eh bien ton premier rideau mécanique, il est ouvert, tu prends ta photo, au moment de la fin de ton exposition, le deuxième rideau vient se fermer. Ainsi, tu réduis justement le problème de vibration lié à l'obturateur. Et enfin, il y a le troisième mode qui est ce mode entièrement électronique. Et à ce moment-là, eh bien, le rideau est ouvert, mais il restera toujours ouvert. Et en fait, c'est le capteur lui-même qui gère l'enregistrement de ton image. Voilà, donc il s'allume, il accepte de récupérer l'information captée et ensuite il arrête l'enregistrement. Tout ça électroniquement. Et donc il n'y a plus de vibration non plus. Alors on pourrait dire, ben, la solution c'est utilisons toujours l'obturateur électronique. Mais comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, c'est pas la panacée non plus d'utiliser un obturateur électronique. Pourquoi? Eh bien, en fonction de ce que tu souhaites capturer. Si tu captures en rafale, telles que les 30 images secondes que tu peux faire avec le R7, tu as intérêt à avoir un capteur assez puissant qui va permettre d'enregistrer toute l'information qu'il va percevoir le plus rapidement possible afin d'éviter un autre phénomène qui est le rolling shutter. Et j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, quand tu as ce phénomène de rolling shutter, et on a ce phénomène-là sur le R7, on n'a pas ce phénomène sur le R3 par exemple, parce que le R3 a un capteur dit en stack, rétroéclairé, et à ce moment-là, l'enregistrement des données se fait extrêmement rapidement, et on n'a pas ce problème. En gros, sans revenir en détail sur l'histoire du rolling shutter, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si jamais tu fais une photo en filet comme ça, eh bien, tu pourrais remarquer que tes lignes, au lieu qu'elles restent bien droites, elles seraient de travers. Un club de golf, par exemple, si tu veux capturer toute l'action, eh bien, ton club de golf, il va être complètement tordu, alors que dans la réalité, il serait bien droit. Voilà donc la problématique d'utiliser un capteur un obturateur entièrement électronique quand tu es en mode rafale extrêmement rapide. Alors, du coup, le problème du shutter shock sur le R7 vient que quand tu es en mode mécanique, voire même en mode premier rideau électronique, et que tu es en rafale. Parce que à ce moment-là, eh bien, quand tu es en mode mécanique, on peut le concevoir que tu vas subir cette problématique-là, si tu fais une rafale en mécanique. Parce que la vibration, elle est toujours là, encore une fois. Et je le répète, si tu te mets dans le mode le plus rapide, qui est en fait le H+, sur le R7, qui permet d'aller en mode, quand tu es avec
un obturateur mécanique, tu peux avoir jusqu'à 15 images secondes. 15 images secondes, c'est quand même très important. Et donc 15 images secondes, eh bien si tu as une vibration, tu vas effectivement le subir. Alors quand est-ce que tu vas subir cette vibration? Eh bien oui, si tu as des expositions quand même relativement lentes. C'est ce que l'on a reporté, ce qu'on a pu voir sur Internet, etc. Quand tu as le premier rideau électronique, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est déjà bien ça. Oui, mais en fait, quand tu es en rafale, le deuxième rideau, eh bien, lui, il crée une vibration, et si tu es en rafale extrêmement rapide, la deuxième image qui vient juste après, eh bien, on va tellement rapidement qu'on va encore subir les vibrations du deuxième rideau. Et c'est pour ça que la première image aurait tendance à ne pas subir justement cet effet de Shuttershock, cette vibration à l'obturateur, puisque il ne le connaît qu'au moment où l'exposition se termine, mais la deuxième image, la troisième image, et ainsi de suite, qui suit, elles vont subir cette vibration de l'obturateur. Donc voilà, en fin de compte, cette histoire de polémique et de ce phénomène sur le R7. Et la question, on se pose, est-ce que c'est grave, docteur? Et qu'est-ce que j'en pense de ça? Alors, il faut aussi rajouter un autre détail, c'est que ce qui a accentué aussi ce phénomène de Shuttershock sur les appareils, c'est la montée en résolution de nos appareils. Avec le R5, on a 45 mégapixels. Quand tu commences à avoir ce niveau de résolution-là, eh bien ton appareil va être extrêmement sensible à la moindre vibration. Ça va de pair. Donc effectivement, quand on a 32 mégapixels dans cet appareil-là, c'est sûr qu'on va être amené à être beaucoup plus sensible aux vibrations tel que le Shuttershock de l'obturateur que par exemple le R3, puisque le R3 n'a pas le même nombre de mégapixels, n'a pas la même résolution que le R7. Donc voilà, il faut quand même relativiser aussi les choses. Mais afin de vraiment relativiser les choses, il faut faire un test. Alors j'ai fait un test quand même. J'ai fait un test avec deux objectifs. Parce que j'avais lu quand même sur Internet qu'on disait ça dépendait des objectifs, etc. La raison pour laquelle ça va dépendre des objectifs, en gros, ça va dépendre de la résolution de l'objectif. Si tu as un objectif qui est par exemple un objectif de type EF et qui n'est pas forcément du dernier cri, qui aurait eu 10 ans d'âge, etc., que tu montes sur le R7 avec une bague d'adaptation, eh bien la résolution de cet objectif ne correspond pas forcément à la résolution de cet appareil-là. Et ainsi, il ne va pas avoir forcément le piqué que tu pourrais par exemple avoir avec un 100-500, par exemple, d'un appareil qui est sorti à peine il y a 1 an et demi. Donc, quand tu vas effectivement faire tes tests et regarder les résultats, il se peut que tu ne voies pas cette vibration parce que tu n'as pas capturé toute cette résolution. Alors, du coup, j'ai fait le test avec le 2405, j'ai fait le test avec le 100-500, et pour pouvoir faire le test, je l'ai fait sur le trépied. Donc j'ai mis le trépied ici en interne, j'ai mis un bout de papier que j'avais, que j'ai mis dans ma visionneuse, donc qui bougeait pas, et puis j'ai utilisé également la télécommande filaire, parce qu'on ne peut pas utiliser, ben oui, on ne peut pas utiliser une télécommande sans fil et utiliser le mode le plus rapide, tel que le H+, par exemple. On est obligé d'être dans le mode commande, donc c'était une petite problématique à ce niveau-là. Et puis je me suis mis donc en mode mécanique à 15 images secondes. Et puis j'ai fait plusieurs tests. Alors je me suis dit, ben, je vais commencer en fait à 1,25, un vingtième de seconde, et puis je vais faire une rafale. Et puis ensuite, je vais monter d'un arrêt, donc je vais passer à 1 cinquantième de seconde, ensuite à 1 centième de seconde, 1 deux centième de seconde, 1 quatre centième de seconde, et puis à un moment donné, je vais même monter au-delà. Mais monter au-delà, après, ça pose un petit souci. Pourquoi ça pose un petit souci? C'est parce que pour pouvoir avoir une exposition correcte, eh bien sûr, j'ai gardé aussi la même ouverture, donc j'étais à F5, je crois, quelque chose comme ça. Oui, F5. Donc je suis resté à F5 et donc j'ai joué sur les ISO, et en montant les ISO au bout d'un moment, eh bien tu vas avoir une introduction de bruit. Et ce qui est curieux avec l'introduction de bruit, c'est que des fois, eh bien on peut comparer une image par exemple à ISO 100 et une image qui serait par exemple à ISO 2000, et tu aurais presque l'impression que l'image à ISO 2000 est plus nette que l'image à ISO 100. Et en fait, ça dépend des détails, hein. Quand tu as vraiment des tout petits détails tout fins, comme une écriture par exemple, comme tu vas voir sur les images, eh bien tu serais
tenter de penser qu'il y a plus de contraste dans l'image à 2000 ISO par exemple, et tu vois des points comme si c'était plus de netteté en fin de compte. Donc il faut faire attention à ne pas confondre la netteté et puis le bruit quand on fait les tests. Donc ce qui m'a permis de faire les données que j'ai décidé de garder au final, c'était de terminer sur une image qui est à ISO 2000. ISO 2000 sur cet appareil, ça allait amplement. Et puis je t'avoue que j'ai même fait un test en prenant la dernière image et puis en lui traitant le bruit et ensuite en comparant. Voilà. Alors, sache que de toute façon, là je vais juste te montrer comme ça, mais ça se trouve tu vas même pas voir de différence. De toute façon, tu vas pouvoir télécharger toi-même ces photos-là. Elles sont dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, comme d'habitude. Et donc, du coup, tu vas pouvoir juger par toi-même de quoi il s'agit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu auras beau avoir un système stabilisé, et là j'avais décidé de laisser la stabilisation sur le système, donc ça veut dire l'appareil plus l'objectif, j'ai décidé de le laisser. Et cette stabilisation-là, elle n'est pas vraiment faite pour régler en fait les problèmes de vibration liés, causés par l'obturateur. C'était déjà la même chose pour les vibrations causées par les miroirs avec le DSLR. C'était pas l'IS qui allait gérer le problème. Alors regardons les images ici dans Lightroom. Je vais pas toutes les faire, hein, tu vas les juger par toi-même. Je vais simplement aller d'un extrême à l'autre. Mais on va prendre la première qui va être à 1/25e de seconde, et puis je te propose de le comparer par exemple avec 1/50e de seconde. Allez, on va comparer comme ça. C'est sûr que si on reste là, eh bien on verra aucune différence. Donc on va zoomer ici à 100%, et honnêtement, quand moi je regarde les deux photos là, eh bien c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça, il faudrait peut-être monter presque à 200%, ce qui t'amène quand même à te poser la question, hein. S'il faut que tu montes à 200% de zoom pour voir la différence, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une polémique là-dessus? Bref, je te laisse décider. Regarde, est-ce qu'on voit une différence? Ben oui, moi la première à 1/50e de seconde ici, elle me paraît plus floue que celle à 1/25e de seconde ici. Alors on pourrait dire, qu'est-ce qu'il en advient de la prochaine? Alors je fais la deuxième ici. Et tu remarqueras en bas de l'écran, hein, que j'ai une prise noire ici. Cette prise noire, eh bien, c'est parce que j'ai mis ma main devant et donc j'ai ensuite fait les réglages. Donc il s'est passé quand même quelques secondes avant de le faire. Alors, donc du coup, il n'y a pas cette vibration en soi. Donc là, eh bien, oui, c'est un petit peu plus doux, on va dire, à 1/50e de seconde. Mais si on regarde le texte ici, c'est kiff bourricot, hein. Si on essaie de trouver d'autres détails, regarde les lignes ici du barcode, si on regarde ici le QR, c'est net. Si il y a des textes, je crois qu'il y avait des textes ici. Effectivement, on voit un peu plus la texture du papier ici qu'on le voit sur celle-là. Alors ça voudrait dire en fin de compte que la polémique elle va dans l'autre sens. Normalement, la polémique disait que plus tu augmentes ta vitesse d'exposition, et bien moins tu as ce problème de shutter shock, qui a du sens, hein. Plus tu vas aller vite, plus tu vas absorber, en fin de compte, tu vas aller plus vite que la vibration elle-même. Donc ça a du sens. Mais là, sur cet exemple-là, eh bien c'est pas flagrant. Ça peut être aussi une erreur humaine également, hein, on peut imaginer. Donc là, on est sur 1/50e. Si je passe à un arrêt dessus, on est maintenant à 1/100e de seconde. 1/100e de seconde, encore une fois, mon 1/25e, moi je trouve bien net ici, hein. Je trouve bien net, mais encore une fois, il y a des détails, hein. Dans les deux cas, il y a des détails, mais je trouve quand même que à 1/25e, cette image, elle est quand même plus nette. Alors on va continuer. Allons voir à 1/200e de seconde, donc un arrêt de plus. Et là c'est bien net. Voilà, là c'est bien net. Et alors la question se pose, est-ce que 1/200e de seconde, est-ce qu'on est plus net que ce que l'on a ici? Eh ben, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de contraste ici, par exemple, sur les lignes que l'on peut avoir là. Mais c'est là où il faut faire attention, parce que je suis quand même à ISO 1000 ici. Il peut gérer les 1000 ISO, hein, sur cet appareil. Mais quand même, est-ce que ce contraste que j'ai là, est-ce que c'est pas plus lié à un petit bruit qui apparaîtrait, ou est-ce que c'est vraiment cette histoire de shutter shock? Personnellement, j'en sais rien. Donc on continue. Là, on va aller à 1/400e, celle-là, hein, je crois. Hop, ici. Et on est à... Sur celle-là, effectivement, on est à 1/400e. Et là, 1/400e, c'est vrai qu'on voit plus de netteté que sur celle de 1/25e.
C'est vrai. On voit plus de détails d'ailleurs. On le remarque ici. On voit plus de blanc dans le rouge, en fin de compte, de ce papier qui a été imprimé. Donc on voit bien la partie blanche que ce que l'on a sur celle à 1/25e de seconde. Donc il s'avérait qu'effectivement, il peut y avoir cet effet de Shutterstock, qu'en augmentant la vitesse d'obturation, eh bien on va la minimiser. Est-ce que ça veut dire que le R7 ne vaut rien? Est-ce que c'est un scandale que l'on ne puisse pas faire une photo? La preuve en est, je l'ai quand même faite à 1/25e et la photo est quand même nette. Et on était à 1/200e de seconde, non pas 1/200e, on était à 200% de zoom sur l'image pour pouvoir, et on le voit, hein, l'image quand même, elle n'était pas petite, c'est-à-dire que on représente quand même toute la hauteur de notre cadre, elle n'a pas été recadrée après coup en post-production. Donc, on avait quand même beaucoup d'informations, j'ai pas fait un recadrage, etc. Donc, on est quand même à 200% pour pouvoir voir une différence. Donc, pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir. Tous les appareils qu'on va avoir vont avoir des effets de bord, à partir du moment où on a quelque chose de mécanique. C'est pas comme si Canon avait pas un autre moyen à notre disposition pour éviter, pour minimiser ça. C'est comme crier au scandale. Et pourquoi je dis crier au scandale? Je dis pas que dans les commentaires sous ma vidéo précédente, les gens criaient au scandale. Non, c'est sur les blogs que j'ai pu voir ça, où les gens s'offusquaient et disaient comment c'est inacceptable que Canon puisse sortir un appareil où il y a cet effet de bord de Shutterstock, etc. Non, faut se calmer un petit peu. C'est comme de blâmer tous les constructeurs des SLR sous prétexte que quand on utilise l'appareil sur un trépied bien stable et tout, mais qu'on n'est pas en live view et qu'on n'a pas le miroir et qu'on essaie de faire une photo et on se plaigne que quand on est à 1/5e de seconde, eh bien on a une image qui est un petit peu floue parce qu'on a des vibrations liées au miroir. Est-ce qu'on va se plaindre à ces constructeurs-là à ce moment-là? Ben non, eh bien pour moi c'est du même acabit ici. Donc, oui, il y a ce phénomène-là, et à ce moment-là, quand on le connaît, c'est comme tout. Quand on le connaît, en fonction de nos besoins, eh bien, on s'adapte. Si on a 1/20e de seconde, ça veut dire qu'on n'a forcément pas envie de capturer une action extrêmement rapide. Qu'est-ce que je veux dire par une action très rapide? Je reviens par exemple sur le joueur de golf, au moment où il va taper sur sa balle. Hein, si on veut capturer justement ce mouvement, on va pas forcément le prendre à 1/20e de seconde. Ou si on le prend à 1/20e de seconde, c'est qu'on a envie justement peut-être de capturer un flou comme ça, une sorte de filet pour montrer en fin de compte le mouvement et non pas figer l'action. Donc à ce moment-là, on veut du flou. Hein, on veut du flou. Donc, si on a envie de figer l'action, à ce moment-là, on va pas être à 1/20e de seconde. Et comme on ne fiche pas l'action, eh bien on peut passer en mode entièrement électronique. On n'aura pas ce problème de rolling shutter. On est à 1/20e de seconde et on n'a plus la problématique du capteur qui a un problème d'enregistrement de toutes ces données si on est à 30 images secondes. Donc on ne va pas avoir cette problématique-là. Donc si tu fais effectivement une photo de paysage, eh bien privilégie justement le premier rideau électronique. Je t'avouerai que depuis le R5, c'est le mode que j'utilise constamment. C'est toujours celui-là que j'ai utilisé. Et puis, si effectivement tu dois faire de la rafale, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais comme on a vu la dernière fois, ça m'arrive maintenant d'en faire pour ne serait-ce que les oiseaux au décollage, eh bien à ce moment-là, je vais utiliser le mode entièrement électronique. Et d'ailleurs, c'est celui que j'utilise pour le mode Rafale RAW. Et à ce moment-là, je ne vais pas subir ce Shutterstock. Donc voilà ma pensée, j'espère que j'étais clair. Je me suis un petit peu éternisé sur le sujet, mais je voulais que tout le monde puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit et d'avoir un exemple des tests que j'ai fait. Voilà. Dis-moi si tu as déjà fait l'expérience de ce Shutterstock avec ton appareil, que ce soit le R7 ou un autre appareil. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Et si tu es un de ceux qui avaient posé la question précédemment sur ce sujet, j'espère que j'y ai répondu. Dis-moi également ça dans le commentaire. Alors maintenant, passons à un autre sujet concernant justement l'absence de molette dédiée à l'ISO. Alors je te rappelle, effectivement, sur le Canon R5, je ne peux pas te le montrer parce qu'il est en train d'enregistrer cette vidéo. Sur le Canon R5, à mon avis, Canon avait la meilleure configuration des molettes, des boutons
que Canon n'a jamais sorti sur les appareils. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait une molette, celle principale, ici celle de l'index, pour changer ton ouverture. Alors, tout ça, tu peux le paramétrer comme tu veux, mais voilà comment moi je paramétrais. Ce que je change en premier, quel que soit le mode sur lequel j'étais, j'ai toujours fait en sorte que cette molette-là me change l'ouverture. La molette que j'avais à l'arrière, qui était ici, mais que maintenant qui est passée là, celle-ci me changeait toujours le temps, quel que soit le mode dans lequel je suis. Et d'ailleurs, je te recommande ça. Si tu es un habitué à changer de mode, des fois tu es en priorité à l'ouverture, des fois tu es en priorité au temps, des fois ou des fois tu es en mode manuel, eh bien, je t'invite à paramétrer tes boutons, tes molettes, si ton appareil te le permet, afin que tes molettes fassent toujours la même chose, quel que soit le mode dans lequel tu es. Ainsi, c'est quand même plus facile pour avoir des automatismes. L'exception pourrait être effectivement quand tu es en mode priorité à la vitesse, puisque tu vas te dire que ce que je vais changer en premier, c'est la vitesse, et donc du coup, je vais utiliser mon index. Mais c'est pas parce que c'est ton pouce pour changer la molette de derrière que tu peux pas l'utiliser pour la priorité. Voilà, donc pour moi, je préfère avoir toutes les molettes font toujours la même chose. Bon bref, ça c'était pour le R5, et j'avais donc une autre molette qui faisait l'ISO. Donc j'avais pas besoin d'appuyer sur un bouton pour faire l'ISO, etc. Mais ils nous ont retiré la molette. Alors la solution, elle est quoi? Elle est d'utiliser un mode sur le R7, et ce mode, il n'est pas spécifique au R7. Ce mode, il a été introduit avec le premier appareil de la série R, donc avec le R. Et on l'a retrouvé dans le R, dans le RP, dans le R5, dans le R6, dans le R3 et dans le R7. Je dis dans le R3 parce que je pense qu'il doit être dans le R3. C'est un mode, honnêtement, dont je ne m'étais jamais intéressé parce que c'est un mode pseudo-automatique. Et donc, c'est vrai que moi, avec le mirrorless, je suis toujours en mode manuel. Alors, je vais te montrer, effectivement, plutôt que de t'en parler comme ça, je vais arrêter un petit peu la vidéo, je vais utiliser l'Atomos, je vais le brancher sur le R7, ainsi tu vas pouvoir voir le menu, tu vas pouvoir voir effectivement ce que l'on voit quand on est dans ce mode-là, et pourquoi je pense que c'est une bonne solution pour le R7, afin de ne pas subir cette absence justement de molette dédiée aux ISO. Allez, on se retrouve dans une seconde. Alors comme tu peux voir, on est dans le mode manuel de l'appareil. Ça veut dire qu'on voit les valeurs de l'exposition qui sont en bas de l'écran. Tu le vois à 1/500e de seconde, f8, et on a ISO 16000. Tu remarqueras qu'à côté de ces valeurs-là, eh bien, on a un petit logo, une petite icône en orange. Celle qui est à côté du temps, tu la remarques, elle ressemble à celle de la molette qu'on a derrière l'appareil, celle que l'on tourne avec le pouce. Et effectivement, si je tourne le pouce, là, je change la valeur de temps. À côté de la valeur de diaphragme, tu remarqueras que la molette ressemble à celle du dessus, celle que l'on change avec l'index. Quand je tourne avec l'index, effectivement, je change mon diaphragme. Et ensuite, à côté des ISO, tu remarques qu'il y a une autre icône, mais celle-ci, elle ne représente pas non plus une molette parce qu'on n'en a pas d'autres molettes. Alors, ça représente quoi? Eh bien, sur les objectifs Canon de la série R, RF, RFS, eh bien, on a une bague qui est programmable. Et ça nous permet de faire en sorte que si on tourne cette bague-là, on peut changer certains paramètres sur notre appareil, tels que les ISO. Et c'est effectivement ce que j'avais fait. Donc là, si je m'amuse à tourner cette bague sur l'objectif, là, je suis en train de changer, en fin de compte, la valeur d'ISO. Alors, ça paraît bien en soi, et je l'avais expliqué effectivement qu'on pouvait faire ça dans la vidéo précédente. La problématique, c'est que quand on est en mode animalier, eh bien on va utiliser un objectif, par exemple le 100-500, et sur le 100-500, on a cette bague programmable. La problématique, c'est où est-ce qu'elle est placée, cette bague? Cette bague, elle est placée à côté de la monture, au ras de l'appareil photo. Ce n'est pas un emplacement facile d'accès, d'autant plus si tu as laissé le collier de trépied sur l'objectif. C'est une toute petite bague, pas facile à accéder, et donc vraiment pas utile dans ce cas-là. J'aurais préféré qu'elle soit placée ailleurs, qu'elle soit placée à la place, par exemple, de la bague de mise au point, parce que quelles sont les fois où on va utiliser la mise au point manuelle avec un objectif de cette sorte-là? Pas souvent, j'ose à croire. Donc du coup, j'aurais préféré qu'elle soit placée de la sorte. Donc voilà la problématique de cette absence de troisième molette dédiée aux ISO. Alors ça, c'est quand tu es dans le mode manuel. Mais regarde ce qui se passe maintenant si je change de mode. Quand on est en mode AV, eh ben, AV, effectivement, on va simplement changer la valeur de temps. Tu remarqueras que là, c'est programmé pour que la molette arrière change le diaphragme et non pas le temps, comme j'ai dit. Et
le temps va être déterminé automatiquement par le posemètre pour avoir une équation correcte en fonction des ISO et puis de la compensation d'exposition qu'on a souhaité obtenir. En TV, c'est la même chose, mais là, du coup, on va gérer le temps et non pas le diaphragme. Ensuite, le mode P, c'est un petit peu la même chose, mais là, c'est carrément tout automatique. La seule chose, c'est que tu vas pouvoir changer les ISO, mais effectivement, changer les ISO, là, c'est toujours la même problématique. Il faut que tu appuies sur un bouton ou que tu joues avec la bague. Mais il y a un autre mode que je t'ai dit qui est sorti donc avec cette série R mirrorless, qui est le mode FV. Alors, FV, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire flexible valeur, une valeur flexible, flexible value. Et tu vas voir que c'est assez extraordinaire et je pense sincèrement que c'est la solution pour toute personne qui souhaite utiliser le R7 et qui souhaite prendre la main sur les ISO facilement. Regarde ce qui se passe quand je suis en FV. Automatiquement, la valeur d'ISO déjà, elle passe en auto. Voilà. Tu remarqueras aussi que là où tu as le temps, maintenant, on t'indique qu'il s'agit bien du temps. On te dit que c'est TV. Tu vois qu'à côté de la valeur de diaphragme, on a AV. Et ensuite, on a également un icône, un petit logo sous le TV. Alors, pourquoi il y a écrit TV, AV et ensuite ISO? ISO, on l'avait déjà décrit. Eh bien, figure-toi qu'en fait, ce mode FV, c'est un mode qui te permet de fluctuer, en fin de compte, entre le mode priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse ou priorité aux ISO. Voilà. Alors, comment ça fonctionne réellement? Eh bien, regarde la petite icône que tu as sous le mot TV orange. Ça ressemble à la molette supérieure. Ça veut dire que si je bouge la molette supérieure, là, je change le temps. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si je tourne la molette à l'arrière de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre? Eh bien là, je passe à AV. Donc là, maintenant, la molette de devant, du haut, que je bouge avec l'index, me change mon ouverture. Je continue mon chemin en tournant la molette arrière encore d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, j'arrive ici. Entre les deux. Alors de quoi il s'agit? En fait, c'est parce qu'il ne voulait pas le mettre sous cette règle d'exposition qui nous permet de faire de la compensation d'exposition. Alors pourquoi la compensation d'exposition? Tout simplement parce que regarde, déjà, qu'on le voie, si je bouge la molette en haut avec l'index, eh bien tu vois que je peux régler la compensation d'exposition. Alors pourquoi une compensation d'exposition ici? Tout simplement parce qu'on a une des trois valeurs de notre triangle d'exposition, si tu veux, qui est en automatique. Et oui, c'est les ISO. C'est pour ça que à partir du moment où tu as les ISO en automatique, eh bien, tu peux indiquer à l'appareil, eh bien, non, je souhaite que tu prennes qu'on prenne la main, tu me fais une lecture de ta luminosité, mais moi, je veux +1. Voilà, par exemple, ou -1, ou -2, quels que soient les choix que tu souhaites appliquer. Donc, ça, c'est la compensation d'exposition. Et on continue notre chemin en faisant pivoter cette molette arrière avec le pouce encore dans le sens des aiguilles d'une montre par un cran. Et là, maintenant, on se retrouve sous les ISO. Et tu l'as deviné, maintenant, mon bouton, ma molette que je bouge avec l'index sur le dessus de l'appareil me permet de changer les ISO. Et tu remarques qu'à partir du moment où je quitte les ISO automatiques, je n'ai plus la compensation d'exposition. Automatiquement, le curseur se met au centre. Et là maintenant, si je reprends la molette arrière et que je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu remarqueras que maintenant, je ne peux plus accéder à la compensation d'exposition. Maintenant, je vais directement à mon ouverture. Je le fais encore une fois en faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, inverse des aiguilles d'une montre, et je vais maintenant sur la valeur de temps. Donc voilà pourquoi je pense que cette option de mode FV, bien qu'au départ je l'avais vraiment négligée depuis sa sortie, eh bien je pense que c'est une bonne solution quand tu as besoin de prendre la main sur les ISO. Pourquoi? Eh bien, donnons l'exemple de l'animalier. Alors là, j'ai pas mis un objectif de l'animalier, j'ai mis un 16-35, mais sur l'animalier, eh bien, si j'ai envie de capturer des animaux et être sûr que ce soit bien figé, eh bien, on pourra se dire, de base, je souhaite être à 1/2 millième de seconde. Très bien. L'ouverture, de toute façon, j'ai envie d'être la plus basse possible. Donc, je vais être, pas forcément en auto, mais on va laisser en la plus basse valeur. Voilà. 2.8. Ensuite, je vais rester sur les ISO. Et en restant sur les ISO, eh bien, quand j'ai envie d'être si j'ai envie d'être en auto, très bien, je serai en auto. Mais à n'importe quel moment, eh bien, je peux prendre la main. Et je t'avoue que ça fait des années que j'ai le R5, puisque je l'ai depuis sa sortie. J'étais un des premiers à l'avoir. Eh bien, j'ai l'habitude maintenant, très souvent, de changer mes ISO
à longueur de temps. Ma valeur de temps, ma valeur d'ouverture change beaucoup moins souvent que ma valeur d'ISO. Par exemple, dans un mariage, c'est ce que je vais réguler le plus quand je suis à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Je ne vais pas forcément jouer sur le temps parce que j'ai envie de figer les gens en soi. Je ne vais pas changer non plus la valeur du diaphragme en fonction de si j'ai toujours deux personnes ensemble, eh bien ça risque d'être toujours f4 ou f5.6 en fonction de l'objectif que j'ai. Mais par contre, les ISO, lui, eh bien, il va changer constamment en fonction de la luminosité, bien entendu. Donc voilà ce mode FV. Alors j'espère que tu as trouvé cette astuce intéressante. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire de ce mode FV. Est-ce que déjà, même sans parler du R7, est-ce que si tu possèdes un R, un RP, un R5, un R6, un R3, s'il a cette fonctionnalité, je ne sais pas s'il l'a, est-ce que tu utilises ce mode-là, FV? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Si tu l'utilises, dis-moi pourquoi. Si tu ne l'utilises pas, dis-moi également pourquoi. Et je pense que sur le R7, c'est le mode que je vais utiliser tout le temps quand je vais aller faire de l'animalier. Je trouve que c'est assez intéressant comme mode. Dis-moi tout ça dans un commentaire. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le, quel que soit l'appareil que tu utilises, quel que soit le mode que tu utilises. Et en attendant, eh bien moi, dans quelques heures, j'ai l'avion pour venir près de chez toi, en France, où les stages m'attendent. En attendant, cheers!